Si on veut parler finance, je vais aller en source of fund et use of proceed. Ceux qui sont en finance vont comprendre ce que j'essaie de dire par ce terme. Les écopreneurs, quand ils démarrent, ils doivent acheter le terrain. Et juste ça, c'est une histoire. Ils doivent démarrer leur entreprise, établir leur statut. Et établir une SARL, c'est pas gratuit. Ensuite, ils doivent procéder à des acquisitions de matériel roulant, de semences certifiées, de matériel d'irrigation, de matériel agronomique. Et ils ont environ, à peu près, de manière entre 32 et 35 000 $ d'investissement précisément à faire. Ensuite, ils doivent pouvoir engager de la main-d'œuvre parce que le terrain doit être préparé. Les semences doivent être plantées. Et les premières récoltes vont arriver probablement au mois 14 ou au mois 15. Et pendant ce temps-là, ils vont devoir avoir supporté un payroll d'environ 80 employés. Et donc, dans leur financement de 80 000 $, il y a de l'argent pour les salaires, il y a de l'argent pour les acquisitions. Et la difficulté qu'on a en démarrage, c'est de faire comprendre aux écopreneurs, mais heureusement comme nous on les a en formation pendant 3 ans, c'est que le 80 000 $ ne sert pas à payer un gros salaire à l'écopreneur, qui lui va trouver son salaire une fois que l'entreprise sera sur les rails et ne sert pas non plus à lui fournir des capitaux pour acheter un grand 4x4. C'est définitivement pas l'idée. Alors, d'ailleurs, dans le 32 000 $, si je veux parler en africain, il y a de quoi acheter une petite caisse qui va rouler avec 4 roues, il y a un budget de 4 500 $. Et donc, l'idée, c'est que l'entrepreneur va devoir quand même circuler, mais il y a une rationalisation des dépenses. Et tout ça pour l'amener à tenir jusqu'aux premières commandes. Maintenant, dans ces commandes, elles ne sont pas payées immédiatement parce que l'acheteur étranger, le L'Oréal, le Danone, lui, il va payer avec une lettre de crédit. Donc, il y a tout... exactement. Et donc, dans ce 80 000 $, il est question justement de ce cash flow dont vous parlez. Okay? Et donc, maintenant, l'écopreneur, c'est un exemple parce que ce n'est pas toutes les entreprises qui nécessitent 80 000 $, c'est très précisément. Il y en a que c'est un peu moins, il y en a que c'est plus. Ça dépend de l'opération, ça dépend de la grandeur du terrain, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que généralement, quand quelqu'un sort d'une école, après 2, 3, 4 ans d'université, il y a des excellentes universités en Afrique, et dans la majorité des cas, les gens vont cogner chez le banquier, ils demandent un prêt, puis c'est fini, c'est une question qui ne se pose même pas. D'ailleurs, la difficulté, avant même d'arriver à générer l'ouverture de ces SARL et l'accès au financement, il a fallu développer une espèce de dôme de protection au-dessus de ces entreprises. Parce qu'il a fallu négocier de manière très précise avec le ministère du Budget en leur disant ces entreprises vont opérer dans le formel, vont enrichir le trésor public d'un certain montant d'argent des impôts, mais ne peuvent pas payer à la fois les impôts et les tracasseries. Et donc, il faut pouvoir mettre autour de ces entreprises une espèce de forme pour que dans le concret, ces entreprises puissent opérer. Et la plus grande difficulté ne vient pas nécessairement même des tracasseries gouvernementales, mais de l'entourage même des entreprises. Parce que dans le noyau communautaire et dans le noyau familial de nouvel écopreneur, sa grande famille va dire « Ah, mon frère est devenu maintenant le grand propriétaire d'une SARL. Ça y est, il va pouvoir m'aider, et puis c'est lui qui va devoir payer le Minerval de mes enfants, et puis l'autre va aller chercher. » Vous savez comment ça se passe? Et donc, finalement, il faut aider cet entrepreneur à grandir malgré toutes ces pressions tout autour. Donc, dans le rôle de BDA, il n'y a pas non seulement la formation, mais il y a aussi le mentorat dans ces premières années pour l'amener à gérer ce capital correctement et gérer toutes ces pressions de toutes parts. Est-ce que j'ai pu répondre rapidement à votre question? Merci. Bien, vous voyez, moi, je prends l'exemple d'une avocate qui a travaillé à mon cabinet. Elle est formée en droit français essentiellement parce que là-bas, en Algérie, c'est le Code Napoléon qui est appliqué. Et là, elle arrive au Québec avec le Code civil du Québec, qui est également de source du Code Napoléon. Et elle a toute l'expertise pertinente
pour comprendre tous les enjeux. Et là, on parle de libre-échange, de commerce mondial, de reconnaître les compétences qui sont présentes et disponibles. Et derrière, je pense, probablement une peur mal placée, et puis j'essaie de peser mes mots, on empêche des gens compétents de faire leur travail à leur juste valeur. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup à faire de ce côté-là. Il y a beaucoup de travail à faire au niveau de reconnaître les compétences des professionnels, des entrepreneurs, des gens d'affaires, des experts de toutes sortes qui ont un vécu, des expériences, des expertises qui peuvent contribuer ici. Alors pour cette part-là, on est totalement en accord. Et évidemment, je pense que c'est un des aspects au niveau légal qui pose problème. C'est un des aspects où il y a beaucoup de travail à faire pour justement faciliter à la fois l'apport des différentes expertises et la reconnaissance des différentes expertises pour un meilleur profit collectif, parce que c'est notre richesse collective à tous qui est en jeu à travers ça. C'est pas vrai qu'un médecin qui fait du taxi à Montréal, c'est gagnant pour l'économie mondiale et la richesse collective mondiale. Ça n'a aucun sens. Alors c'est là où il y a beaucoup de travail à faire et effectivement, moi j'invite les entrepreneurs du Québec, du Canada, à faire preuve de plus de rigueur lorsqu'ils évaluent les compétences de ceux qu'ils engagent et de leur donner toutes les responsabilités d'avant-plan auxquelles ces personnes sont aptes au niveau de leur action. Et donc d'éviter de douter de l'expérience et de l'expertise du simple fait que ça vient d'ailleurs. Et ça, je pense qu'il y a un grand manque à cet égard-là. Alors donc, si on revient à la promotion des affaires, effectivement, et en allant dans votre sens, en essayant de concilier ces positions, il faut dire que quand on fait des affaires en direction de l'Afrique, on a des défis en 3D. Les défis en 3D, c'est 3 dimensions, naturellement, comme disent nos amis informaticiens. Mais les 3 dimensions ici, c'est, ou les 3 distances plutôt, on a la distance géographique, bien entendu, on a la distance financière, mais on a surtout la distance culturelle. Et comme vous le disiez si bien, avoir des Africains qui ont étudié ici, qui connaissent l'autre côté, c'est des gens qui peuvent aider à réduire cette distance culturelle quand vient au moment d'intervenir là-bas, d'investir là-bas, de mener des échanges là-bas, ça fait gagner sérieusement. En tout cas, ça règle beaucoup de problèmes. Donc, de ce point de vue, on peut s'appuyer sur le capital culturel, humain et intellectuel africain basé sur place pour mener des affaires au départ ou à destination d'Afrique ou du Canada. Donc, de ce point de vue, je pense qu'on est assez bien en phase. Donc, y a-t-il d'autres questions? Le principe du joint venture, même si on s'en va sur un transfert de technologie, il n'y a personne mieux qu'un élément local, et a fortiori, si en plus il est venu étudier au Canada, ça va faire un pont, ça va faciliter un pont culturel, un pont intellectuel, un pont business qui va être favorable pour tout le monde et qui va profiter à tout le monde, et notamment dans le principe des créations d'emplois. Beaucoup d'amertume et de blessures qui proviennent d'un système d'exploitation qu'il faut arrêter. Et la première réponse à ça, pour y arriver, c'est qu'il faut arrêter que les ressources premières de l'Afrique soient simplement exportées. Il faut qu'elles soient travaillées là, il faut que la valeur ajoutée soit remplie là, en Afrique. Et ceci oblige à avoir un transfert de technologie et cette technologie, elle doit suivre des normes internationales. Et ça ne s'applique pas uniquement à notre secteur, mais à l'ensemble des secteurs. Donc, cet élément-là provient généralement aussi, doit être véhiculé par des campagnes de communication à tous les niveaux, à l'ensemble des stakeholders. Et je peux juste vous tendre la main parce qu'on a besoin de gens comme vous, tout simplement. Ben pour ma part, moi, ce que j'entends, c'est que vous avez déjà beaucoup d'expérience et il y a certainement beaucoup de gens qui seraient prêts à payer pour la qualité de vos services. Et donc, le réflexe qui me vient tout de suite en tête,
c'est pourquoi vous ne démarrez pas votre affaire? Pourquoi n'êtes-vous pas entrepreneur? Ici au Canada, il y a des programmes extraordinaires pour démarrer des entreprises. Il y a des marchés, il y a de l'argent. Et à partir de cette base-là, vous pouvez engager des gens qui ont de l'expertise complémentaire au niveau de votre entreprise. Vous pouvez même peut-être penser à exporter vos services. Vous pouvez penser à vous implanter dans les pays d'Afrique qui vous intéressent par la suite. C'est sûr que c'est un projet qui va être peut-être de longue haleine, mais moi, il y a une histoire qui m'a été racontée à propos d'un entrepreneur qui est arrivé à Montréal illégalement. Donc, un sans-papier qui ne parlait pas un mot ni de français ni d'anglais. C'est peut-être pas du commerce équitable qu'il a fait dès le départ, disons. Mais cet entrepreneur-là est devenu millionnaire en moins de 10 ans. Il avait, en cours de route, ses papiers, il est devenu légal, il payait ses impôts, etc., etc. Donc, moi, quand j'entends des histoires comme celle-là, je me dis, pour quelqu'un qui veut et qui a une connaissance, souvent, c'est simplement la peur qui va nous retenir. Mais généralement, lorsqu'on a des forces en communication en plus, ça devrait être assez facile, avec du travail acharné, oui, mais de réussir dans un climat aussi favorable qu'ici pour l'entrepreneuriat. Et je pense que ce genre de leadership-là est probablement le meilleur leadership qui peut justement développer dans le sens que vous recherchez. Donc moi, ce que j'entends, c'est je me demande si je ne devrais pas me partir en affaires, puis je vous invite à le faire. Il y a plein de beaux programmes, allez voir les centres locaux de développement, etc., etc. Et maintenant, grâce à des idées de génie, on voit des occasions se développer comme ça en Afrique également, à plus petite échelle, avec des conditions très ingénieuses. Mais c'est ça, ici, on a vraiment beaucoup de potentiel et l'idée, c'est de l'exploiter au maximum. Et de cette façon-là, moi, je pense que vous auriez un impact et vous pourriez mettre en œuvre vos visions. Merci d'avoir posé la question. Moi, dans le même ordre d'idée, je vais vous le dire tout simplement, prenez mon numéro de téléphone, appelez-nous, venez nous voir. J'ai certainement des clients qui sont intéressés, mais par contre, on va vous torturer un petit peu, dans le sens où je vais vous demander aussi de faire vos devoirs, parce que si vous avez des talents de communication, c'est sûr que je vais être intéressé pour essayer d'aller tirer la quintessence de vos connaissances, y compris locales là-bas. Je vais vous demander de faire vos devoirs en essayant de m'identifier éventuellement des marchés ou des besoins de votre territoire. Et puis, je suis pas mal certain que, dépendamment de ce que vous soulèverez, on sera capable de trouver une solution ici au Québec et au Canada. Il n'y a aucun problème. Le tout, c'est d'arriver à mettre tout le monde en commun, mais de savoir où on part. Il faut identifier. Vous avez un devoir à faire, puis nous aussi de notre côté. Je vous invite à bien me voir tout à l'heure. À avoir su qu'il y avait une offre d'emploi, j'aurais déjà... Pour pouvoir investir en Afrique, il y a des spécificités, des réalités que vous ne pouvez pas maîtriser. Donc, je lance encore un appel une fois de plus à la diaspora. Qu'est-ce que nous pouvons faire à notre niveau? Parce qu'il y a des réalités que vous ne pouvez pas maîtriser. Et puis, même au Canada, l'économie canadienne fonctionne en majorité des petites et moyennes entreprises. Et c'est ces petites et moyennes entreprises qui peuvent aller s'implanter en Afrique, mais quand vous y arrivez, vous ne pouvez pas vous en sortir, vous allez vous décourager. Tout de suite, le lendemain, vous prenez votre vol, vous rentrez. Donc, ce n'est pas possible. Il faut peut-être chercher des incitatives pour voir comment est-ce qu'on peut lancer un appel à nos autorités pour faciliter les choses, d'autant plus que ces petites entreprises peuvent amener à créer de la valeur, créer des emplois et améliorer les conditions de vie de la jeunesse africaine.